Titre. Les 3 manifestants morts à Ziguinchor après l'arrestation d'Ousmane Sonko ont reçu des balles. C'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie rendue publique aujourd'hui. Les familles des victimes réclament une action judiciaire pour déterminer les responsabilités. La salle de rédaction de la station régionale de la RTS à Kolda, incendiée la nuit dernière. Plusieurs dégâts matériels enregistrés, les assaillants pas encore identifiés. Juan Branco est arrivé à Paris ce matin après son expulsion par les autorités sénégalaises. L'avocat franco-espagnol d'Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire, va animer un point de presse à 18h. Le prix du kilogramme de l'oignon, toujours en hausse à Dakar et à l'intérieur du pays. Il est échangé à 1200 francs CFA à Kaffrine. À Touba, l'oignon se fait rare sur le marché à quelques semaines du Grand Magal. Les solutions préconisées par un membre de l'interprofession de l'oignon à suivre dans ce journal. À suivre également dans la seconde partie les actualités internationales avec Nafissatou Sila. Les sports, ce sera avec Boubacar Diam. Et puis, point de vue sur les obstacles à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le prétexte, la nouvelle flambée du prix de l'oignon qui se fait rare sur le marché depuis quelques jours. Nos intervenants, le ministre de l'Agriculture Ali Ngoundiaye et Zakaria Samaké de l'ONG Action Aid. À la technique, Lamine Sow, à la digitalisation, Yassine. Bonjour et bienvenue. À Ziguinchor, les résultats des autopsies réalisées sur les corps des 3 personnes disparues lors des dernières manifestations liées à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Les résultats donc sont connus. Les certificats de genre de mort font état de lésions dues à des impacts de balles. Des résultats donc qui confortent les accusations des manifestants qui avaient, dès les premières heures, évoqué des décès suite à des blessures par balles réelles. Les familles des victimes attendent des actions judiciaires pour situer les responsabilités, nous dit Lamine Ba à Ziguinchor. Les certificats de genre de mort ont été formellement remis aux proches qui avaient réclamé l'autopsie des corps. Aussi bien pour Mam Thierno Dahba, le dernier a succombé à ses blessures, que pour les 2 premières victimes, en l'occurrence Mamoudou Diatta et Moustapha Badji. Les conclusions font état de décès liés à des lésions dues à des impacts de balles. Dr Diamassaho, médecin à l'hôpital régional de Ziguinchor, commente ici les contenus des résultats des certificats de genre de mort établis par un de ses collègues médecins légistes en service à l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor. On voit sur ces certificats de genre de mort des lésions d'organes qui sont d'allure balistique ou bien balistique. Donc quand on dit que c'est une lésion balistique ou d'allure balistique, c'est en rapport avec l'impact d'une balle. Donc une balle veut dire un projectile d'arme à feu. Donc le médecin légiste retient qu'ils ont succombé à des blessures qui sont dues à l'impact d'un projectile d'arme à feu. Donc communément appelé balle. Des détails qui viennent conforter les accusations portées par les manifestants relatives à la mort par balle de leurs camarades. Les familles qui avaient exigé la réalisation des autopsies et qui sont désormais fixées sur les causes des décès de leurs proches réclament des enquêtes pour situer les responsabilités et réserver des suites judiciaires à ces 3 autres victimes qui viennent allonger la longue liste des personnes décédées à Ziguinchor dans des heures avec les forces de l'ordre entre mars 2021 et juillet 2023. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Nous restons dans le sud du pays, à Kolda. Les locaux de la station régionale de la RTS ont été attaqués par des individus inconnus pour le moment. Les visiteurs du soir ont mis le feu à la salle de rédaction. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, nous dit notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Des inconnus munis de produits inflammables ont escaladé le mur de clôture des 10 lieux avant d'ouvrir une fenêtre du bâtiment par laquelle ils ont fait passer le feu. Le mobilier et matériel de bureau, les ordinateurs et tous les papiers qui y étaient ont été réduits en cendres. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers de la 42e compagnie de Kolda pour éteindre carrément le feu. Le chef de station, qui, dit-il, n'a pas reçu l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques de parler à la presse, n'a fait aucune déclaration. Selon des explications de certaines personnes trouvées sur place, c'est aux environs de 5 heures du matin que ces faits ont eu lieu. Pour le moment, nul ne sait l'auteur de ces actes. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Notez que Juan Branco est arrivé à l'aéroport de Roissy à Paris ce matin. Sur une vidéo qui circule sur Internet, on voit un des avocats donc de Ousmane Sonko, l'avocat franco-espagnol, accueilli par des membres de sa famille, mais aussi quelques soutiens et sous escorte de la police française. Juan Branco devrait d'ailleurs animer un point de presse
presse à 18h dans la capitale française. Pour rappel, un des avocats d'Ousmane Sonko a été expulsé du Sénégal. C'est après donc son arrestation pendant 48 heures et une inculpation pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. RFM, la radio de toute l'actualité. À Touba, le kilogramme de l'oignon se vend entre 1000 et 2000 francs CFA. Ils ne sont pas donc nombreux les commerçants qui disposent de cette denrée. Une situation qui inquiète les consommateurs à quelques semaines de la célébration du Grand Magal. Le reportage de Pape Mbaye Diao. Au marché d'Arou Marnane, les discussions autour du prix de l'oignon sont intenses entre clients et vendeurs. C'est parce que l'oignon s'est raréfié sur le marché. Le prix du sac de 24 kg de l'oignon local est à 24 000 francs CFA. Mam Thierno Ndiaye, commerçant. On rencontre beaucoup de difficultés pour avoir de l'oignon. Le peu qu'on trouve sur le marché coûte trop cher. Actuellement, le sac de l'oignon local est à 24 000 francs CFA. C'est le même constat au marché Ocas. L'oignon importé est introuvable. Il faut débourser 24 000 francs pour avoir un sac d'oignon mort sec. On ne peut pas satisfaire la clientèle. Le sac de l'oignon coûte trop cher. C'est pourquoi je vends le kilo à 1200 francs CFA. À cause de ces prix, Fatou Diop a du mal à remplir le panier de la ménagère. Elle interpelle les autorités sur cette hausse du prix de l'oignon. J'ai acheté le kilogramme de l'oignon à 1000 francs. Il faut que les autorités régulent le marché. À quelques jours du Grand Magal, l'oignon se fait une denrée rare sur les marchés de Touba. Le sac de 24 kg coûte 24 000 francs CFA. RFM Touba, Pape Mbaye Diao. Le marché de Touba qui alimente plusieurs marchés dans les environs. C'est le cas à Kaffrine où le kilo de l'oignon est vendu à 1200 francs CFA et le sac de 25 kg à 25 000 francs CFA. Une situation difficile pour les consommateurs mais aussi pour les commerçants qui peinent à trouver les sacs d'oignons. Ndaï Aobé a fait un tour au marché central de Kaffrine. Voici son reportage. Au marché central de Kaffrine, les prix de l'oignon affichés donnent le tournis aux clientes. Le sac de 25 kg est vendu à 25 000 francs CFA. Si c'est au détail, le kilogramme coûte 1200 francs. Ce commerçant dénonce cette hausse. Alunjai. Ça fait 7 jours que je ne l'ai pas vendu parce que les prix sont trop chers et c'est pas du tout normal. Les autres achètent le sac de 25 kg à 23 000 à Touba, plus le transport, donc le kilogramme vendu à 1200 ou plus est tout à fait normal. Cette situation est vraiment difficile pour nous les commerçants. Une situation difficilement vécue par Khadindaou et Dam Sissé. Il déplore la flambée des prix de l'oignon. Je tourne en rond dans le marché de Kaffrine depuis 2 jours, mais rien. J'ai une boutique au village, je ne peux plus attendre, je retourne avec les mains vides. Vendeurs et acheteurs invitent les autorités à vite régler ce problème de cherté des denrées, notamment l'oignon, pour soulager les ménages. Nous interpellons le directeur du commerce pour venir à Kaffrine et faire le constat lui-même. Kaffrine, Ndaï Aobé, Radio Futur Média. L'oignon, une denrée très prisée au Sénégal et qu'on retrouve dans presque tous les plats de chez nous. Mais quel est justement son apport au point de vue nutritionnel? Tentative de réponse avec Koumba Sandiane Faye. L'oignon, le prix du kilogramme revient au ménage à au moins 1000 francs. Une hausse qui étonne et même en trouver sur le marché n'est plus chose aisée. Mais le consommateur peut-il se passer de cette denrée si présente dans les marmites? Quoi qu'il en soit, du point de vue nutritionnel, d'abord l'oignon est riche en antioxydants, en plus de contribuer au renforcement du système immunitaire. Salou Kébé, nutritionniste au laboratoire de recherche en nutrition alimentation humaine, nous explique. Il est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'oignon a ce qu'on appelle des effets antioxydants. L'oignon est riche
en composés antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. Et les antioxydants contribuent à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Il s'agit d'une bonne source en vitamine C et joue un rôle clé dans le renforcement du système immunitaire. Aussi, l'oignon a des effets anti-inflammatoires. On peut dire, peuvent aider donc à réduire l'inflammation dans le corps. Il est préférable de le consommer cuit ou cru. Tout est certes une question de choix, mais il y a à savoir que la cuisson peut détruire certaines vitamines. Donc l'oignon consommé cru est plus bénéfique pour la santé. Surtout avec les modes de cuisson que nous avons ici au Sénégal. La cuisson peut détruire certains micronutriments, certaines vitamines qui sont très sensibles à la chaleur. Notamment, je vous ai cité tout à l'heure la vitamine C et certaines enzymes aussi qui sont présentes dans l'oignon à l'état cru. Donc une fois que cet oignon-là est cuit, la cuisson peut détruire certains micronutriments. Les oignons crus contiennent plus de composés soufrés qui sont aussi bénéfiques pour la santé. Tout de même, les nutritionnistes recommandent ceci, incluant à la fois cru et cuit dans notre alimentation. Comme Sandiane Faye, le directeur de l'Agence pour la régulation des marchés, a annoncé sur nos ondes hier l'arrivée prochaine de l'oignon importé, notamment du Maroc. Comment éviter ces pénuries répétitives sur le marché sénégalais? Mohamed Ali Mouba a posé la question à un acteur de l'interprofession, notamment de chargé de la communication. Il s'appelle Alain Ndiaye. Je vous propose de le suivre. Alain Ndiaye, donc, que nous aurons l'occasion de suivre. Il parle au nom de l'interprofession oignon sur les solutions à apporter à ces crises répétitives. Je pense qu'il faut cerner véritablement le problème auquel nous sommes confrontés. J'estime pour ma part que nous n'avons pas en réalité de problème de production. Nous connaissons nos besoins consommateurs qui tournent autour de 300 000 tonnes l'an, c'est connu. Or, nous produisons plus que ça. Nous allons jusqu'à 400 000 tonnes l'année. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau-là, mais surtout au niveau de la conservation. Il faut donc, je pense, investir dans les infrastructures pour pouvoir éviter les pertes post-récolte. Mais pour pallier la crise en tout cas actuelle, il faut faire jouer très rapidement les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc. Je pense que le Maroc pourrait venir à notre secours. Il est 12h passé de 12 minutes à Potou et à Ndorong. RFM 94.0, la radio en puissance. Direction Kaolack, où l'électrification des villages de Thiamène Taba et alentour est la doléance donc soumise au directeur général de la Sénélec par la Fédération nationale des femmes du monde rural. Sa présidente Ndiouk Mbaye a aussi plaidé pour la paix et la stabilité au Sénégal. Elle s'exprime au micro de Fatou Mbowa. Nous avait promis d'électrifier tous les villages du Saloum et du Sénégal. Parce qu'au mois de mars, le 15 mars, les femmes rurales s'étaient réunies à Thiamène Taba. Et ils nous avaient promis non seulement d'électrifier Thiamène Taba, mais tous les villages environnants et les autres régions qui sont dans la fédération. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ces villages vivent dans le noir. C'est pas juste. C'est pas juste. Il ne faut pas que nos députés redescendent dans les villages les plus loin du Sénégal pour électrifier ces villages-là. Mais ça, cela va porter préjudice au président Macky Sall et au parti. Oui, il faut que la paix revienne dans ce pays-là. Parce que le Sénégalais ne connaît pas ça. Ces temps-ci, il y a beaucoup de violence dans notre pays. Alors que c'est pas normal. Et tout ça, ce sont les politiciens que je suis même. Parce que je fais de la politique. Mais je ne suis pas d'accord avec cette violence. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que toutes les forces vives soient unies. Aller travailler, œuvrer dans la paix. Appeler de la paix pour que le Sénégal vive dans la paix. Donc il faut que les hommes, les femmes, nous les politiciens, qu'on soit unis pour écarter toute violence dans notre pays. Nous avons de l'air, nous avons de l'électricité, d'air. Nous restons dans le monde rural pour aller à Ndankrkunta, un village religieux qui se trouve à Thiès. C'est à cheval entre Mekhe et Mewan, Ndankrkunta, qui est donc dépourvu de routes praticables. Ajouté à cela, un problème de réseau téléphonique. Le ministre de l'Intérieur avait pourtant annoncé le début de la construction de la principale route du village. Mais jusque-là, les chantiers n'ont pas encore démarré, nous dit Cheikh Anta Diop.
Ndankoukounta, un village religieux situé à 7 km de Mekhe, c'est le berceau d'Al-Kountiou. Le manque d'infrastructures routières est en train de miner cette localité de l'arrondissement de Mewa. Serigne Bouna Kounta, imam de Ndankoukounta. Notre doléance première est cette route impraticable. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, nous avait promis la construction de cette route avant fin 2022, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Toujours dans le même sillage, il a fait savoir que les populations sont confrontées à un autre problème. Le réseau téléphonique ne marche pas. Ndankh est abandonné. Dans cette localité, le réseau téléphonique ne marche pas. Il est difficile de communiquer à travers le téléphone portable. Et tous les opérateurs de téléphonie sont interpellés. Une situation inquiétante à son avis et qui interpelle tout le monde. En premier, le chef de l'État, souligne Serigne Bouna Kounta. À 2 mois du Gamou, Ndankh va recevoir des milliers de pèlerins, des problématiques toujours d'actualité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Nous parlons à présent de la promotion de l'autonomisation de la femme et des jeunes. Tel est donc le but de l'association des femmes actives pour le développement à travers son programme Menel Sa Bop Jëriñ Sa Askan, un programme lancé à Diourbel. Les femmes et jeunes seront donc formées dans l'agriculture, l'entrepreneuriat entre autres, nous dit Alimatou Sarr. Menel Sa Bop Jëriñ Sa Askan, un programme de l'antenne Diourbel des femmes africaines actives pour le développement, l'autonomisation des femmes et les jeunes est l'objectif visé. Ces derniers seront formés dans plusieurs domaines. Fatou Gueye Fall est la coordonnatrice de FADEF Diourbel. Une fois que les femmes et les jeunes seront formés, ils pourront participer au développement du pays. Nous allons les aider à renforcer leurs capacités dans l'entrepreneuriat, la gestion, la comptabilité, l'agriculture et tant d'autres filières. Pour un bon suivi, le programme envisage de mettre sur pied des centres d'incubation. Vous savez, le suivi fait défaut après chaque formation, raison pour laquelle nous voulons travailler avec les services de l'État et mettre en place des unités de transformation et de centres d'incubation dans chaque quartier du Diourbel. Comme ça, après leur formation, ils pourraient être productifs. L'association Femmes africaines actives pour le développement depuis 2019 a accompagné 1500 femmes et jeunes selon la présidente Seyna Bopouir. On compte étendre ce chiffre à travers des projets, des programmes comme celui qu'on vient de mettre sur place avec Menel Sa Bop Jëriñ Sa Askan. On est accompagné bien sûr par des bailleurs, des mécènes aussi, parce qu'à le rappeler, FADEF est une organisation à but non lucratif, donc c'est une association qui ne vise pas à l'intérêt. Diourbel Alimatou Sarr, Radio Futur Média. Il est 12h passées de 17 minutes à Dakar, 13h17 à Niamey. RFM. L'actualité internationale. Nous accueillons Nafissatou Sila, bonjour. Bonjour Youssouf. Alors le coup d'État au Niger avec une éventuelle option militaire qui coïncide avec un nouveau sommet extraordinaire le 10 août prochain à Abuja. Sommet de la CEDEAO ce jeudi pour harmoniser les positions en vue d'une éventuelle intervention militaire, mais la diplomatie s'active aussi pour éviter d'en arriver à la guerre. Khadija Anne pour les détails. La CEDEAO se penche sur la crise au Niger au cours d'un sommet extraordinaire prévu le 10 août prochain. L'organisation sous-régionale va arrêter une position commune en vue d'une éventuelle intervention militaire. En clair, ce sommet permettra aux chefs d'État ouest-africains de se pencher sur la situation politique et les récents développements au Niger, quelques jours seulement après l'expiration de l'ultimatum donné à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais le dialogue n'est pas rompu pour autant. Une délégation de la CEDEAO, Union africaine, Nations unies est attendue à Niamey. Objectif, tenter de raisonner les militaires de rendre le pouvoir au président de la République, Mohamed Bazoum, renversé en fin juin. Aux dernières nouvelles, le régime militaire dit ne pas pouvoir accueillir une délégation ouest-africaine. Il a informé la CEDEAO, dont une délégation voulait se rendre à Niamey, qu'elle ne pouvait pour l'instant pas venir pour des raisons de sécurité. Cette information nous vient d'une lettre officielle obtenue par l'agence France Presse. Nous restons toujours au Niger avec des diplomates américains qui ont rencontré les auteurs du coup d'État
Rencontre infructueuse hier lundi. Il s'agit de Victoria Nuland, haute responsable de la diplomatie des États-Unis. Elle n'a pas pu voir ni Abdurrahman Tiani, le chef des putschistes, ni Mohamed Bazoum, le président nigérien toujours séquestré, mais elle a pu échanger avec les militaires, des discussions assez difficiles selon elle. Elle a pu rencontrer le général de brigade Moussa Salahou Barmou, le nouveau chef d'état-major de l'armée nigérienne, et d'autres responsables. La diplomate américaine Victoria Nuland soutient avoir proposé de nombreuses options pour mettre fin à ce coup d'État et faire revenir les responsables à l'ordre constitutionnel. Elle a aussi tenu à mettre en garde les responsables du putsch sur les risques à encourir par leur souveraineté si toutefois une quelconque invitation est adressée au groupe Wagner. Cette visite, Youssouf, de la diplomate américaine fait suite à celle plus tôt dans la journée du colonel malien Abdoulaye Meiga, représentant Bamako et Ouagadougou, alliés de Niamey. Après, oui, on va parler toujours de l'Éthiopie. Et puis en Éthiopie, les vols vers l'Amhara pour cause. Les vols sont annulés et pour cause une zone en proie à des combats. Ethiopian Airlines a annulé mardi ses vols prévus de mercredi à vendredi vers la capitale de l'Amhara, Bahir Dar, dernier aéroport desservi dans cette région du nord de l'Éthiopie, secouée par des combats entre l'armée fédérale et les milices locales. À Bahir Dar, des tirs d'artillerie ont été entendus hier soir et dans la nuit autour des routes de l'aéroport. Selon les habitants, le gouvernement fédéral a décrété ce vendredi l'état d'urgence à Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, en proie à des violents combats seulement 9 mois après la fin d'un conflit dévastateur dans la région voisine du Tigré. Navisato, après l'Éthiopie, direction la France, où 5 policiers sont mis en garde à vue suite à la mort d'un homme. C'était lors des émeutes début juillet à Marseille. Ils font partie d'une unité d'élite. Ils sont entendus dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune homme de 27 ans à Marseille en marge des récentes émeutes. Voyons tout cela avec Koumba Sandian Faye. L'oignon, le prix du kilogramme revient au ménage. Koumba Sandian Faye, un bon séeréer qui va nous parler à nouveau d'oignons. On va écouter Koumba Sandian qui va nous parler de ces policiers en garde à vue en France. Koumba Sandian, que vous aurez certainement l'occasion de suivre dans notre édition en Wolof. En Wolof, voilà, Youssouf, c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci beaucoup, Nafissatou Sita. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En point de vue, ce sera donc juste après la revue de presse. On va parler des obstacles à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Le prétexte, la nouvelle flambée du prix de l'oignon qui se fait rare sur le marché depuis quelques jours. Nos intervenants, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement, Ali Ngouille Ndiaye, et Zakaria Samaché de l'ONG Action Aid. RFM Sport. Boubacar Dien, bonjour. Bonjour Youssouf. Nous avons parlé des Jeux de la francophonie. À l'heure du bilan, le Sénégal qui arrive à la 4e place avec 25 médailles, dont 13 remportées par la lutte. Et comme vous l'avez dit, nous démarrons donc par les Jeux de la francophonie avec cette belle moisson du Sénégal qui est revenu avec 13 médailles plutôt, puisqu'on parle de 12, mais c'est 13 médailles sur les 25 que le pays a remporté. Et c'est une satisfaction pour le président du CNG de lutte, Birassène, que je vous propose d'écouter. Sur le plan sportif, on a noté une bonne performance de toutes les équipes, avec en prime le champion Génération Foot qui a fait un parcours. Ce n'est pas le bon élément. Je vous le disais tantôt, nous devons écouter Birassène, qui est le président du CNG de lutte, qui parle de cette belle moisson des athlètes sénégalais aux Jeux de la francophonie. La lutte avait présenté 15 athlètes. Avec 4 encadreurs, ça fait une délégation de 19 personnes pour le CNG de lutte. Et les athlètes, les lutteurs sont à féliciter. Et je les encourage parce qu'également ils ont d'autres défis devant nous. Et ils sont battus et ont montré que le Sénégal
en tout cas en Afrique et partout dans le monde, à sa carte à jouer, n'est-ce pas, pour accéder au podium. C'est ce qui a fait que nos lutteurs, d'abord, dès les premiers jours, en prenant des médailles d'or avec notre capitaine d'équipe ordinateur, Boudoufaï, pour le nommer ainsi, dans la catégorie des lourds, et également Sini Semben, le lion de Bargny, qui a pris également, n'est-ce pas, sa médaille d'or dans sa catégorie, c'est-à-dire des 86 kilos. Après la lutte olympique, il y a eu également la lutte africaine. Mais la moisson ne s'est pas arrêtée là au niveau des tapis en lutte libre. Nous avons eu également là-bas médailles d'argent et également des médailles de bronze. 5 médailles, n'est-ce pas, en lutte libre. Et après, on est parti au sol avec la lutte africaine où également nous avons eu 8 médailles. Alors, 4 en or là-bas et 2 en bronze et également une médaille en argent. Donc, en lutte africaine, nous avons eu 4 médailles d'or. Birassène, le président du CNG de lutte, sur cette belle performance des lutteurs sénégalais à la francophonie. Donc c'était un RDC. La Ligue Pro de football également, l'heure est au bilan après la clôture de la saison 2022-2023 le week-end dernier. Oui, sur 382 matchs ont été joués avec une moyenne de 12 buts par journée. Un bilan satisfaisant aux yeux de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Le public également était de retour sur les gradins. Toutefois, il y a des choses à revoir, notamment le calendrier, encore les scènes de violence dans nos stades. Voici Pape Momarlo, il est le vice-président de la Ligue professionnelle de football chargé des compétitions et de la communication. Sur le plan sportif, on a noté une bonne performance de toutes les équipes, avec en prime le champion Génération Foot, qui a fait un parcours remarquable du point de vue sportif, parce que dans la première partie de la saison, on a constaté que Génération Foot était pratiquement au milieu du tableau. Mais dans la deuxième partie, on a constaté qu'il a été un beau champion. Parce que simplement, pendant toute la phase de retour, Génération Foot n'a encaissé finalement que quelques buts et finalement une seule défaite. Donc globalement, ça a été une très bonne saison du point de vue sportif, mais également sur le plan de la popularité. Nous avons constaté un retour du public dans tous les stades, que ce soit à Déni Grandao, à Iba Mar Diop, à Pikine, à Guédiawaye, à Louga, à Saint-Louis, à Ziguinchor, partout où nous jouons la Ligue professionnelle. Nous avons constaté vraiment un engouement populaire autour de l'équipe. Et ça, justement, ça s'explique. Parce que c'est les performances actuelles du football sénégalais, justement la victoire du CHAN, qui était impliquée, qui était vraiment jouée par les équipes et les joueurs des équipes professionnelles en majorité. L'autre problématique que nous avons posée également dans cette saison, c'est la durée du championnat. Vous avez constaté que nous avons joué pratiquement pendant 10 mois de compétition. Depuis octobre, on a débuté le championnat au mois d'octobre pour terminer au mois d'août. Les raisons, ça s'explique. On a des raisons véritablement conjoncturelles liées à la situation politique et sociale. Donc, du 1er au 15, on n'a pas joué de championnat parce que l'autorité avait demandé justement qu'on puisse suspendre l'ensemble des activités sportives, culturelles au niveau du territoire national. Nous avons noté une moyenne de buts de 12 buts par journée, donc soit un but, 1,7, 1,8 buts par match, ce qui est relativement faible pour certains techniciens, mais globalement, c'est mieux que l'an dernier, en tout cas du point de vue des performances. Et en plus bref, parlons de la Coupe du monde féminine qui se joue en Australie avec ce match des 8e de finale entre la France et le Maroc. Et à la mi-temps, la France menée par 3-0. Le vainqueur de cette rencontre retrouve au prochain tour les pays hôtes, l'Australie, qui a battu le Danemark hier sur la marque de 2-0. Leur quart de finale se jouera le samedi 12 août prochain au Brisbane Stadium à 9h. Boubacar Dian pour les sports, merci. Nous accueillons Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Juan Branco, coup de théâtre sous les tropiques, annoncé arrêté à la frontière sénégalo-mauritanienne et mis sous écrou pour des délits aussi graves que l'appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, diffusion de fausses nouvelles. Maître Branco s'est vu en 2 jours extrait de prison et libéré, expulsé à la surprise générale vers son pays, la France, le tout sous bonne escorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journal Le Témoin note que notre avocat a bénéficié en fait d'une procédure
procédure fast-track. Et pour un détenu sur lequel il pesait des charges aussi lourdes que celle criminelle à lui imputée, c'est parce que garder le silence jusqu'au bout, oui, devant le juge, l'info y voit un pied de nez à la justice. Le journal Les Échos note que Branco a été expulsé du territoire pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour au Sénégal. Interdit de parler directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit de la procédure en cours. En fait, selon enquête, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a pris un arrêté d'expulsion. Ismaël Madior Fall, quant à lui, le ministre donc de la Justice, garde des Sceaux, s'est justifié hier devant la presse. Pour lui, il n'y avait aucune raison de garder Branco dans les liens de la détention. Et chose bizarre, malgré la liberté provisoire qui lui a été accordée, la procédure ne s'arrête pas. L'information judiciaire suit son cours. Tout ça pour ça, c'est désole du coup Walf Quotidien. Vox Populi, sur le même tempo, outré par la procédure express qui se résume en 48 heures à arrestation, détention et liberté provisoire. Juan, c'est un coup dur donc sous les tropiques, constate Vox Populi. Basbi les jours pointe un dossier fast-track. Maître Babacar Ndiaye et le maire de Sangalkam ont bénéficié de la baraka de Branco, liberté provisoire. Quitte de Sonko et de ses compères dans les liens de la détention, Ismaël Madior Fall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne s'inquiète pas outre mesure de son état de santé. Il se trouve à l'hôpital principal de Dakar. Selon lui, l'homme n'obsède pas de diète noire totale comme le soutiennent certains de ses partisans sur les réseaux sociaux. Samedi, Ousmane Sonko a pris son petit déj avant de replonger dans sa grève de la faim. C'est pas le cas pour Papa Alé Niang qui continue sa grève de la faim. Selon le professeur Ismaël Madior Fall, Papa Alé Niang est un multirécidiviste. Dans l'affaire Sud Beauté, la contumace n'est pas tombée, elle est toujours d'actualité. Commentaire du quotidien, décidément, il n'y a pas de vacances judiciaires pour les juges, les procureurs et autres auxiliaires de la justice. À la une du journal Source A, attentat contre un bus Tata Ayarach, l'enquête avance. Les coupables présumés qui ont disparu des radars tout juste après la barbarie perpétrée contre le bus sont activement recherchés. Les suspects traqués par la section de recherche sont réputés très violents. Aucune arrestation pour le moment faite par la section de recherche énonce textuellement. Mon confrère politique, les conséquences de la guerre ex-Pastef et Taxawu Sénégal va-t-on vers l'implosion de Yewwi? C'est la question du jour du journal Enquête. Mon confrère note en tout cas qu'au sein de Yewwi, on ne parle plus le même langage. On se crêpe les chignons entre donc partisans de Khalifa Sall et partisans de Ousmane Sonko. À Benno Bokk Yakaar, on attend toujours l'heureux élu. Un problème de choix se pose selon l'Observateur. Macky face à un dilemme cornélien. Le choix de Macky est le piège de la charte. La question d'éthique et la crise de confiance. Le journal entraîne ses lecteurs dans le secret des négociations entre les candidats à la candidature. Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, c'est la guerre des soutiens. Sud Quotidien pointe un autre constat ce matin, c'est le parti avant la coalition, la paire avant Benno Bokk Yakaar, les alliés toujours à la remorque. Question du journal Source A, pourquoi Macky Sall attend le dernier moment pour révéler son candidat? Pour Dr Cheikh Diallo, expert en communication, Macky veut garder à l'œil ses lieutenants. Le suspense permet de les tenir en laisse en les empêchant de réagir rapidement à sa stratégie politique. Du côté des libéraux, on s'active pour préparer le terrain à Karim Wade qui a lancé, selon le journal Les Échos, l'opération Nibissi. Il appelle personnellement les anciens du PDS pour leur demander de revenir au bercail. Et puis sport pour boucler, Afrobasket 2023, point rebond passe le bilan chiffré des Lions du Sénégal. Le journal Le Quotidien nous dit que nous sommes la troisième équipe la plus prolifique avec près de 30% à 3 points. Premier sur les 12 équipes au lancer franc. 26 contre réussis, 105 passes décisives, 106 ballons perdus, 127 fautes commises. Dans le journal Stade Quotidien, toujours après Benzema, Kanté, Fabinho, Al-Ittihad s'attaque à Salah. Mohamed Salah note le journal est une star internationale et il a plus de 31 ans. Pour être précis, 2 critères suffisants pour attirer l'attention de l'Arabie Saoudite. Le pharaon donc plaît d'ailleurs beaucoup à Al-Ittihad qui s'apprêterait à formuler une offre colossale pour l'attirer dans ses filets. Pour le moment, Salah n'est pas très intéressé. Bonne nuit à tous.
Merci Mohamed Ali Mouba. Nous arrivons à point de vue sur les obstacles à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le prétexte, la nouvelle flambée du prix de l'oignon qui se fait rare sur le marché depuis quelques jours. Pour en débattre, nous recevons M. le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. M. Ali Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, Mohamed. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. Merci. Nous recevons également M. Zakaria Sambaché de l'ONG Action Aid. Bonjour, M. Sambaché. Bonjour. Permettez-moi de démarrer avec M. le ministre. M. le ministre Ali Ndiaye, c'est l'énième crise de l'oignon que traverse le Sénégal. Alors, pourquoi notre production n'arrive pas toujours à alimenter le marché pendant toute l'année? Bonjour, je salue d'abord notre co-débatteur, M. Sambaché. Et puis je salue également les auditeurs de la RFM, qu'ils soient au Sénégal ou à l'extérieur. Pour répondre à votre question, je dois vous dire qu'au Sénégal, et je pense que là on l'a répété à plusieurs pays, y compris même dans votre antenne, nous parvenons à produire suffisamment d'oignons pour les besoins du marché. Les besoins du marché au Sénégal sont estimés entre 350 et 380 000 tonnes l'année. Et Sénégal, depuis très longtemps, en matière de production, nous sommes autosuffisants. Cette année d'ailleurs, nous avons eu une baisse dans la production, mais malgré cette baisse, nous dépensons les besoins. Parce que nous sommes à environ 400 000 tonnes, à peu près plus précis, autour de 399 000 tonnes. Le problème aujourd'hui, actuellement, au niveau de l'oignon, nous avons beaucoup de pertes post-récolte dues à des problèmes de conservation et de transformation du produit. Voici un peu la réalité en ce qui concerne l'oignon au Sénégal. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver depuis lors des solutions? Il y a le marché d'intérêt national qui est là. Est-ce que ce ne sont pas des options qui sont peut-être fiables, qui permettent au Sénégal d'avoir de l'oignon local toute l'année? Non, c'est une option, mais il n'y a pas que le marché local, le marché d'intérêt national. Il y a également même d'autres unités de stockage privées qui sont là, à Diamniadio et ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie réponse à votre question, c'est qu'on s'adresse peut-être de façon plus dynamique à la question de la conservation de l'oignon, d'une part, et ensuite à la question de sa transformation. Déjà, je peux vous dire que le gouvernement du Sénégal a un programme important à ce niveau, un programme donc de conservation. Nous avons dans le programme du Intermac qui a été lancé récemment, il y a quelques mois d'ailleurs par le chef de l'État, nous avons dans ce programme la réalisation de 100 magasins de stockage et de 12 entrepôts frigorifiques. Vous savez, dans beaucoup de pays aujourd'hui qui ont peut-être même plus de contraintes que nous dans la production d'oignons, ils parviennent à garder leur oignon pendant une dizaine de mois. Donc ça veut dire que c'est ça qui nous permet non seulement de diminuer les pertes post-récolte, mais également de réguler le marché. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui au Sénégal, non seulement le gouvernement a un projet qu'il faut peut-être accélérer pour que peut-être d'ici la prochaine récolte, qu'on puisse quand même avoir d'autres magasins de stockage, il y en a, mais également qu'on puisse encourager des initiatives privées qui sont actuellement prises pour faire des magasins de stockage, parce que le besoin quand même il est assez costaud. C'est pas uniquement sur l'oignon, c'est également sur les autres produits, la pomme de terre et d'autres produits qu'il faut tout simplement garder dans des magasins. Et je pense que c'est une fois que ce programme sera lancé et mis en œuvre qu'on pourra vraiment dire qu'au Sénégal, on n'aura plus besoin d'inquiétude parce que nous aurons suffisamment d'oignons sur le marché qui permettra de réguler ça. Monsieur Sambaché, monsieur le ministre l'a dit, le Sénégal produit assez d'oignons, mais on a un problème de conservation. Mais au-delà de l'oignon, aujourd'hui, il y a des produits essentiels, des denrées de base, tels que le riz, que le Sénégal importe toujours depuis 60 ans. À votre avis, aujourd'hui, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à produire ce que nous mangeons? Merci. Je salue à mon tour monsieur le ministre, saluer aussi les auditeurs et auditrices de la RFM. Je voudrais donc déjà saluer les efforts de l'État, parce que ça, il faut le noter. Si on arrive aujourd'hui à assurer une certaine souveraineté sur l'oignon et certaines spéculations, c'est parce que aussi l'ensemble des acteurs se sont donné la main pour arriver à ces objectifs. Mais je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. On ne va pas aussi polémiquer sur les statistiques. Je pense que les États ont des techniciens avérés pour fournir des statistiques. Mais je pense que le problème, c'est pas les statistiques. Le problème, c'est toute la chaîne. Je pense que là où on pêche,
et il faudrait davantage qu'on y travaille, c'est la chaîne. C'est-à-dire on peut maîtriser la production, on peut maîtriser, on va avoir des semences, mais si on ne maîtrise pas, comme monsieur le ministre l'a dit, la conservation, la transformation, mettre de la valeur ajoutée, et tout l'accompagnement nécessaire dont les producteurs d'oignons et même d'autres spéculations ont besoin, on ne va pas arriver à nos objectifs. Je pense que c'est là où se situe le problème. Et on le dit aujourd'hui, le ministère porte, c'est le ministère de la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est la capacité que nous avons à produire ce que nous consommons localement. Et je pense que c'est là où il faudrait quand même davantage investir. Les magasins de stockage, ça existe, mais il faut aussi avoir des stocks de sécurité. C'est-à-dire que même au-delà du fait que il faut stocker, il faudrait aussi, pendant ces périodes-là, qu'on s'assure que la production est disponible et à bon marché. Et donc, pour contrecarrer les commerçants, souvent des commerçants véreux qui gardent les produits, attendent jusqu'à ce que il y a plus d'autres productions sur le marché pour augmenter les prix. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on continue à discuter, et parce que le Sénégal aussi a pris des engagements à investir dans le financement de l'agriculture. Et c'est vrai que les efforts sont là, mais il faudrait qu'on puisse sentir ça jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire au bout de la chaîne. Autrement dit, la production, la transformation, la conservation et même la commercialisation. Que les prix soient maîtrisés, que aussi l'État puisse travailler aussi avec les consommateurs et le ministère du Commerce, je veux dire, et les consommateurs à contrôler les prix. Parce qu'il est inadmissible, même si c'est libéralisé, qu'on arrive au Sénégal à avoir le kilo d'oignon à 1500. Je pense que c'est pas acceptable si on parle de souveraineté alimentaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse effectivement travailler à résoudre ce problème-là. Monsieur le ministre, au-delà de l'oignon, il y a le riz et d'autres denrées très prisées au Sénégal qui sont toujours importées. Il y a toujours eu des plans pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Qu'est-ce que votre gouvernement fait aujourd'hui pour que sur le court terme, on n'ait pas ces problèmes tels que ce problème qu'on rencontre actuellement avec l'oignon? Bon, vous savez, au Sénégal, quand même, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits dans l'agriculture. Je prends juste le riz que vous avez pris pour exemple. Nous sommes passés d'une production de 420 000 tonnes de riz en 2012 à 1 500 000 tonnes de riz en 2022, ça fait 10 ans après. Ça veut dire que des efforts importants ont été faits, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Vous savez, en janvier, le président de la République avait invité l'Afrique ici, dans le cadre du sommet Dakar 2, à discuter donc de la souveraineté alimentaire. Et c'était avec la PAT. Nous avions eu ce qu'on appelait un compact. Et le chef de l'État a défendu lui-même le projet du Sénégal. Nous avions travaillé au préalable sur instruction du chef de l'État pour mettre en place, la stratégie de souveraineté alimentaire avec les ministères de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, donc le secteur primaire. Et à l'issue, donc, nous avions défini un programme de 5 000 milliards sur les 5 prochaines années. La vérité aujourd'hui, c'est que nous devons investir davantage si nous voulons éviter tout ce qui nous est arrivé, notamment après la Covid, après également donc la guerre de l'Ukraine qui est toujours en cours. Nous avons subi des contre-coups importants, mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si nous voulons être autosuffisants en riz, nous devons encore, compte tenu de l'évolution démographique, compte tenu du niveau de consommation, augmenter davantage la production en riz dans ce pays. Nous avons fait 1 500 000 tonnes, mais je pense que dans les 5 prochaines années, nous devons encore multiplier par peut-être 2 ou 3 cette production de riz, parce que nous avons importé autant que nous avons pratiquement produit en 2022. Nous avons importé 1 200 000 tonnes. Nous avons produit 1 500 000 tonnes. Donc, si vous prenez le coefficient de transformation autour de 900 et quelques mille tonnes de riz blanc, c'est ça la réalité. Donc, nous devons, et nous l'avons bien compris, augmenter la base productive. Vous savez, produire du riz, ce n'est pas la même chose que produire du mil ou produire d'autres spéculations. Pour pouvoir produire du riz, notamment dans la vallée, il faut aménager. L'aménagement d'un hectare coûte entre 8 et 10 millions. Vous comprenez? Que ça, c'est beaucoup d'argent. Nous avons, dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire, nous avons envisagé de mettre des projets très concrets
pour sécuriser la base productive. C'est important. Ça nous permettra de produire beaucoup plus de riz, beaucoup plus de maïs, beaucoup plus de blé, parce que nous en importons également beaucoup. Nous importons également beaucoup de maïs. D'ailleurs, tout ça, c'est des ensembles de programmes que nous sommes en train de mener pour nous amener vers ces autosuffisances. Aujourd'hui, nous travaillons parce que sur des aménagements importants, parce que nous avons besoin d'aménager davantage, notamment au niveau de la vallée, là où on produit le riz que nous consommons. Sur le maïs déjà, cette année, dès après l'adoption de cette stratégie, nous avons, avec le programme agricole, les 100 milliards, envisagé pour la première fois au Sénégal de subventionner du maïs hybride. Nous sommes en train d'emblaver entre 24 et 25 000 tonnes. Nous avons déjà emblavé entre 24 et 25 000 tonnes de maïs hybride avec un rendement nettement supérieur au maïs certifié que nous avons l'habitude d'avoir. Ça va, Inch'Allah, si l'hivernage se termine très bien, comme ça a démarré dans certains endroits, augmenter considérablement la production de maïs. Je rappelle que pour le maïs, on parle du riz, mais pour le maïs utilisé par les humains, utilisé par le cheptel, nous avons importé l'année dernière 380 000 tonnes. Donc voilà un peu les différentes stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Il faut améliorer la base productive, il faut augmenter la productivité. Il faut maintenant, une fois qu'on améliore la base productive, augmente la productivité, on enchaîne également. ONG qui travaille dans ce secteur sur les différentes politiques et stratégies mises en place par le Sénégal actuellement, mais aussi depuis les indépendances. Monsieur Sambakhé. Oui, je dis les politiques c'est toujours bon parce que ça s'adosse, en fait les autres éléments s'adossent sur la politique. Mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un changement de paradigme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui la crise ukrainienne, le Covid nous a démontré à suffisance qu'il nous faut dépendre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pratiquement tous les pays aujourd'hui tentent de sécuriser leur production. Et donc, je pense que le Sénégal, on doit aller vers booster la production, que ça soit en riz, oignons, tomates et les autres spéculations, parce qu'il nous faut produire suffisamment. Il nous faut également travailler à revoir notre modèle agricole. C'est pas que l'agriculture au sens le plus large comme on le connaît ici. C'est vrai que l'agriculture, l'élevage et la pêche, articulation, mais aussi il faudrait aller vers la promotion de l'agroécologie. Parce que nous avons remarqué que quand les intrants n'arrivent pas, aujourd'hui les paysans sont inquiets pour avoir les intrants qu'il faut afin d'augmenter la production. Donc il faudrait qu'on produise nos propres intrants, engrais organiques, etc. Il faudrait qu'on produise nos propres semences. Il faudrait qu'on arrive également à accompagner les producteurs et productrices dans la transformation. Comme je dis, il faut transformer de la valeur ajoutée parce que les consommateurs ont besoin de produits de qualité. Parce que si vous produisez et que le produit n'est pas de qualité, ça pourrait pourrir sur le marché. Je pense que tout cela également, c'est la politique qu'il faut revoir. Donc c'est bon, ça existe, il y a des efforts, mais il faut continuer davantage à investir dans l'agriculture. Parce que investir dans l'agriculture, ça permet également d'augmenter de faire des créations de richesses, d'augmenter la croissance, de faire la redistribution. Parce que l'agriculture entraîne d'autres secteurs également. Donc parce qu'on dit que l'agriculture c'est le secteur primaire. Mais le secteur primaire aussi, le secteur secondaire dépend du primaire, le tertiaire dépend également parfois du primaire. Donc je pense qu'il faut avoir cette vue d'ensemble de l'agriculture pour pouvoir vraiment arriver à nos résultats. Mais si on veut faire de manière sectorielle les investissements, etc., on peut faire beaucoup d'investissements, mais donc à la fin, on n'aura pas le résultat escompté. Je pense qu'il faut avoir cette approche holistique. Donc les différents secteurs, élevage, agriculture, pêche, il faudrait également voir le rôle et responsable de l'ensemble des acteurs pour pouvoir arriver à cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons de tous nos voeux, parce que c'est ça que nous voulons, que le Sénégal soit autosuffisant, c'est-à-dire que souverain, et qu'on arrive même à exporter ce que nous produisons. Merci beaucoup, merci, nous sommes rattrapés par le temps. Vous aurez l'occasion de poursuivre le débat dans le journal en Wolof avec Fama Dione. On remercie M. Zakaria Sambakhé de Action Aide et M. le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. À 12h passées de 49 minutes, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Les 3 manifestants morts à Ziguinchor après l'arrestation d'Ousmane Sonko ont reçu des balles. Et ce que révèlent les résultats de l'autopsie rendue publique aujourd'hui, les familles des victimes réclament une action judiciaire pour déterminer les responsabilités. La salle de rédaction de la station régionale de la RTS à Kolda, incendiée la nuit dernière, plusieurs dégâts matériels enregistrés, les assaillants pas encore identifiés. Juan Branco est arrivé ce matin à Paris après son expulsion par les autorités sénégalaises. L'avocat franco-espagnol d'Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire va prendre la parole à partir de 18h.
Le prix du kilogramme de l'oignon toujours en hausse à Dakar et à l'intérieur du pays. Il est échangé à 1200 francs CFA à Kaffrine, à Touba. L'oignon se fait rare sur le marché à quelques semaines du Grand Magal de Touba. Merci d'avoir suivi ce journal mis en onde par Lamine Sow, Yassine Pouy au digital, Abdoulaye Diop à la production, Mohamed Ali Mouba à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter ce journal. Retrouvez à 13h Fama John pour le journal en Wolof.